et à toutes, bienvenue dans cet cinquième épisode de la saison 2023-2024 du Gaming Lab de l'Université de Caen. Je retrouve aujourd'hui donc Damien Leroy, Bonjour Jérôme Florine. Leclerc-Pagès. Bonjour. Bonjour Florine, bonjour Damien. Bonjour Jérôme. Nous avons également en régie Lucie Tamboise, Arthur Gatté qui seront là pour prendre toutes vos questions et que l'on entendra un petit peu plus tard dans l'émission. Et nous avons aujourd'hui deux invités spéciales qui sont pour le moment derrière moi et que vous aurez l'occasion de voir arriver sur le plateau, qui sont Sacha Bernat et Sonia Rivera Ospina, notre illustratrice, notre graphiste attachée notamment à la conception de jeux au CMU. Alors aujourd'hui, vous le voyez, notre magnifique décor, on a décidé de vous proposer un épisode de Noël. Et les Christmas Special, c'est toujours réussi. Toujours, on l'espère en tout cas. En plus, tu nous as gâtés, hein, merci. Voilà, on a vos cadeaux sur la table. Donc l'idée, bien sûr, c'est de vous mettre un petit peu dans l'ambiance des fêtes. Et pour ça, on vous propose une émission en 5 temps. Alors d'abord, Noël, c'est l'occasion de resserrer les liens amicaux, familiaux. Donc on va parler des différents types de jeux coopératifs et de leurs usages pédagogiques, puisque c'est bien sûr la question qui nous intéresse. Mais les repas de fête entraînent aussi d'inoubliables débats animés. Et pour nourrir donc vos discussions autour du sapin, Jérôme proposera un éclaircissement de deux approches de la ludopédagogie, donc le constructionnisme et l'instructionnisme. Il nous en dira un petit peu plus. Et puis après, on vous proposera de plonger avec nous dans la magie de Noël grâce à Sonia et Sacha qui nous expliqueront en quoi consiste leur métier d'illustratrice, de graphiste. Et grâce à Arthur, qui nous entraînera dans le monde fascinant de l'archéologie vidéoludique, ce qu'on appelle donc l'archéo-gaming. Et enfin, parce qu'il faut bien avoir travaillé pour mériter nos cadeaux, on va parler de notre base de données donc qu'on réalise à partir des jeux testés du commerce, qui sera un de nos objectifs de l'année. On vous dira comment on a avancé. N'hésitez pas pendant le live à nous poser toutes vos questions, à réagir en direct, on y répondra autant que possible. Et puis, vous le savez peut-être si vous nous avez suivis les semaines précédentes, on a un grand jeu. On fait aujourd'hui la 3e manche de ce grand jeu qui est inspiré du nonsense et du carabistouille et qui consiste donc à placer pendant l'émission un mot que aujourd'hui Nicolas et Benoît ont choisi pour nous. Nous ne sommes pas encore au courant de quel mot nous devons placer. Donc, je vous donne à chacun votre C'est assez petit injuste. mot. C'est pas un tirage au sort. Voilà, je le sens venir. c'est nominatif. Donc, nous le découvrons en direct. Très bien. Chouette. Facile. Voilà, vous voyez les Bon, différentes facile. Ah, réactions. voilà, c'est. Donc, nous devons placer ces mots. Chaque intervenant doit découvrir le mot des autres et vous-même, dans le public, êtes invité à découvrir nos mots. À tout moment, vous pouvez faire une hypothèse. Bien sûr, si vous gagnez, vous aurez le droit de choisir les mots la prochaine fois. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec donc notre focus sur les différents types de jeux coopératifs et leurs usages pédagogiques. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment on définit un jeu coopératif ? Oui. Merci. Donc, On peut le faire de façon coopérative. Alors, il faut savoir que c'est vrai que les jeux coopératifs, c'est souvent les jeux dans la commande des enseignants qu'on a le plus souvent. Donc, un enseignant, quand il vient, il se dit, je veux faire jouer. Et comme je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui tue un autre, qui gagne de façon agonistique contre les autres, voilà, la compétition, elle est généralement assez mal perçue par les enseignants. Et ce qui fait qu'on a beaucoup d'enseignants qui viennent et disent, on veut faire du jeu coopératif. Un jeu coopératif, ça repose sur 5, 6, à mon avis, 6 critères. Le principe d'objectifs qui sont partagés par les joueurs, une résolution collective des problèmes. Il y a également une dimension de communication et de négociation qui est assez forte dans ces jeux-là. Donc, soit il faut négocier, mais c'est un élément qui est crucial et qui en fait aussi, on le verra, son intérêt. On a en général des rôles et des responsabilités qui sont différenciés entre les membres voilà, de l'équipe voilà, qui va jouer. Et éventuellement, on a aussi des gestions de ressources qui peuvent être collectives. Donc, le principe d'un jeu coopératif va être pour les joueurs donc, de travailler ensemble à achever un objectif qui est commun et
leur victoire ou leur défaite sera partagée. Oui, bah, je compléterai juste en disant que même il y a plusieurs, Mm. enfin, on a plusieurs exemples et plusieurs typologies de jeux collaboratifs ou coopératifs, ceux basés sur la narration, comme on avait testé la semaine dernière les aventures de Robin des Bois, où Et donc, ouais, pour on peut montrer, même parce le qu'en plus, il montrer, est très beau, donc on essaie à chaque fois de vous montrer un petit peu. avec un très grand plateau, euh, avec des tuiles à retourner en fonction des scénarios. Donc l'idée c'est qu'on vit une aventure à plusieurs, très, très scénaristique. Euh, On a des jeux basés sur des enquêtes, euh, comme Suspect. Je sais pas si on l'avait Suspect. pris, Suspect. Jeux d'enquête. On a les Unlock, etc. Tu peux m'arrêter, hein. Ah oui, oui. Euh, et puis on a les jeux dans type The Loop ou Captain Sonar, où là on doit gagner à plusieurs. On a vraiment un objectif de victoire et pas forcément de scénario, d'histoire à faire avancer. On a un objectif de réussite, de score. Euh, Après, là, j'ai pas d'autres exemples comme ça sur la table. Alors, oui. Donc ça, c'est pour la mécanique générale. Si, derrière, on a. Là, d'ailleurs, il n'y a pas que des jeux coopératifs. Derrière. Holding Polygon, on en a déjà parlé, voilà, qui est Mhm. un jeu coopératif. Il arrive parfois que dans le jeu coopératif, on est, et c'est de mon point de vue, ce qui euh, donne du sens, on est des distinctions de rôle qui peuvent aller jusqu'à avoir un traître, un félon, un agent infiltré qui va avoir des objectifs contraires au reste du groupe. Et donc ça peut créer des éléments de tension. Je pense à Battlestar Galactica par exemple, ou au Chevalier de la Table Ronde, voilà, qui est un bon jeu, un très bon jeu à ce titre-là, où voilà, on travaille tous, on joue contre le jeu, et potentiellement il y a un d'entre nous qui va jouer contre les joueurs. Room 25 aussi. Oui, on Room l'a testé 25, dernièrement. Bel exemple. Ça finit mal. je suis désolé, hein, c'est, On se voit donc plus de la même façon après. voilà. Mais de manière générale, c'est intéressant, le jeu coopératif, d'un point de vue pédagogique, il est intéressant parce que comme euh, il nous amène à sortir vraiment, à sortir nos apprenants, qui peuvent être des fois des adultes, d'une perspective individuelle, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa victoire, par rapport aussi à l'échec, par rapport aussi à la gestion, à la construction de la façon dont on va décider. Et c'est là où toutes ces temporalités sont vraiment intéressantes. Cela dit, même s'il y a beaucoup de propositions, c'est pas la formule qui peut être la plus adaptée. Il y a des choses qui peuvent être problématiques. Parce que la décision, enfin, il faut faire preuve de consensus. Et donc, c'est pas forcément toujours facile parce que certains jeux donnent un pouvoir d'action qui est clairement associé à une personne qui va décider. Voilà, je vais décider seul, indépendamment des autres, sans forcément me concerter. Euh, Space Alert, voilà, Room 25 dont on parlait par exemple. Mais parfois, le consensus, on n'arrive pas à le trouver. Le jeu n'a pas la mécanique qui va permettre de pouvoir aussi avoir un consensus qui va voilà, pouvoir être établi. Donc, on a la menace de moi ce que j'appelle le syndrome du tyran. Alors, peut-être que plus exactement, il faudrait parler du syndrome du quartier maître. Euh, C'est-à-dire qu'un joueur un peu plus expérimenté, un peu plus masculin, éventuellement, va prendre un peu le rôle du petit chef, qui connaissant un peu mieux les choses, ou ayant la perception que sa décision, elle prévaut sur celle des autres, bah, va commencer à donner des ordres. Non, non, mais attends, ça, il faut que tu places ici ton truc, si tu veux qu'on gagne. Et ça, on l'observe beaucoup dans les escape games. Mm. Et on peut avoir des expériences coopératives où on crée beaucoup de frustration parce que finalement, bah, on a suivi les ordres d'un autre. L'expérience coopérative, elle n'était pas très agréable. C'est comme, voilà, je sais pas, tiens, on est dans une situation,
il y a une faute sur moi dans un match de foot et il y a un penalty à tirer. Qui est-ce qui le tire? Comment on crée le consensus? Si on ne s'est pas mis d'accord avant pour savoir comment ça allait se mettre en place, bah, la coopération qui peut être vertueuse peut être perçue négativement parce que je me trouvais le plus légitime à tirer ce penalty et ainsi de suite. Donc voilà, il y a cette dimension-là. Et puis il y a cette rejouabilité qui peut être moins forte. Les jeux coopératifs, c'est une expérience, c'est assez immersif. Ça nous met, moi, c'est assez rare qu'à la fin d'un jeu coopératif, j'ai immédiatement envie d'y rejouer. Mmh. Parce que le plaisir que j'ai pu avoir à faire cette expérience ensemble, je sais qu'il ne sera pas exactement le même. Donc, Ça, je le retrouve un peu plus sur les jeux à histoire, où en voilà. fait on a 40 Mm, scénarios qui sont donnés et oui. on joue le premier et on sait que le deuxième sera la poursuite du premier. Mm, Et Et souvent les jeux collaboratifs, alors je peux pas dire toujours, mais souvent, proposent plusieurs modes de jeu, un mode collaboratif ou semi-collaboratif. mm. Le cadre Room Semi-coop. 25, Mm, semi-coop, ouais. Ou même dans, enfin, Dany pour le coup fonctionne que de manière semi-coop. mmh. Mais ces modes de jeu semi-coop favorisent en fait un peu les comportements tyranniques ou de domination, parce que c'est à celui qui a raison en fait à la fin quand il doit convaincre les autres. Et quand on a quelqu'un qui est vraiment de nature assez tyrannique, pour le coup le jeu est biaisé et ça fait que les autres passent pas forcément un bon moment en fait autour de la table. mm. Alors, on a parlé des difficultés qu'on pouvait rencontrer avec les jeux coopératifs. On a dit aussi ils étaient souvent prisés des enseignants parce que justement, ils permettaient de sortir d'une posture très individuelle. Mais plus précisément, quels usages pédagogiques on peut imaginer grâce aux différents types que vous avez cités? Donc un jeu par définition, il est capacitant, il va nous permettre de faire des choses et dans différents domaines. Au niveau de la posture qu'on va avoir en tant que joueur qui va s'engager, au niveau de l'engagement cognitif, au niveau de l'engagement affectif, mon rapport par rapport aux autres et également d'un point de vue socioculturel. Et donc en fait, le jeu coopératif, bah, il peut être construit justement par rapport à mes objectifs pédagogiques pour aller travailler tel ou tel de ces types d'engagement. Mmh. Si je suis avec un groupe et que je cherche à mettre en place justement voilà, une dynamique de gestion de projet, une dynamique d'équipe, une solidarité, ça peut être intéressant à la fois comme entraînement et comme révélateur au sein d'un groupe, de dire, ok, on fait une partie d'un jeu coopératif, vous jouez, et après on va analyser. Ok, comment vous avez construit vos décisions? À quel moment vous vous êtes remis en cause individuellement et collectivement? Quelle était voilà, votre stratégie? Donc on peut avoir, voilà, vraiment en fonction de la nature de ces objectifs, vraiment des situations où ça peut être très profitable, avec des fois des publics, on observe des fois avec des publics en retrait, des apprenants qui justement, dans un travail de groupe classique, vont avoir du mal à se positionner. On a ici, bah, justement parce qu'on va donner un rôle, on va avoir éventuellement un pouvoir d'action et de décision et on sera obligé d'être écouté pour que des fois on a des mécaniques qui sont intéressantes justement parce que bah, chacun a un bout de l'information et il est obligé de Mmh. se la partager. Et là, ça peut aussi bah, changer les perceptions à la fois du groupe sur la personne et de la personne aussi sur elle-même. Donc on a des vertus assez fortes, je pense, sur le jeu coopératif. OK. Ouais, je compléterais bien en plus en Ouais. disant que dans le cadre d'une activité ludopédagogique qui repose sur l'utilisation d'un jeu du commerce, pas simplement caractériser le jeu comme ayant un potentiel pédagogique parce qu'il est coopératif ou collaboratif et aller un Mm. tout petit peu plus loin. Alors je vais prendre des exemples, mais dans le cadre du jeu Les Chevaliers de la Table Ronde, par exemple, la compétence enfin, saluer et récompenser autrui ou parvenir à un consensus, on va sur un grain un peu plus loin que juste dire bah, il est collaboratif. Mmh. Captain Sonar, écouter pour comprendre. Il y en a un peu plus, hein, fournir du feedback constructif, appliquer des compétences de négociation, solliciter l'avis d'autrui et d'aller caractériser de manière un peu plus fine les jeux coopératifs. À mon avis, ça permet d'aller dans un grain plus fin de rangement et même plus,
plus précis, plus constructif quand on propose un jeu du commerce dans le cadre d'une activité ludopédagogique. Et c'est aussi, il y a des jeux coopératifs en jeu vidéo, parce que là, on a toujours Mm. notre, Notre prisme, casquette, ouais, notre casquette jeu analogique ouais. et jeu de plateau en particulier, mais sur le jeu vidéo, et certains se tortillent sur leur fauteuil dès que je dis le mot. on se tourne vers Arthur. Mais oui, il y a des jeux coopératifs en jeu vidéo sur des jeux, voilà, des modes coopératifs dans certains jeux où on peut jouer en solo ou en équipe. Et puis parfois, voilà, il y a voilà, des vrais jeux où ça a du sens de le faire de façon coopérative, notamment des fois dans les mondes ouverts en particulier, où on peut avoir voilà, les mêmes types d'engagement, les mêmes types de plaisirs et les mêmes bénéfices pour autant qu'on prenne un peu le temps de les mesurer et de les pointer pour ancrer tout ça. Est-ce qu'on a dans le public des questions sur les jeux coopératifs? Je regarde le public, mais je sais pas où il est. Pas pour le moment, alors n'hésitez pas. On va peut-être faire un conseil de jeu coopératif qu'on pourrait conseiller pour jouer à Noël ou pour offrir. Alors, attention, parce Ouais. que C'est pas parce qu'on a bien aimé un jeu que c'est forcément ouais. un bon jeu ou Voilà, là, ça serait une question très personnelle. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Quand tu parlais des chevaliers de la table ronde, je trouve que c'est ouais, tu l'aimes bien et pour je le l'aime coup bien. on l'a joué plusieurs fois. Puis Il c'était est assez parmi chouette. les premiers jeux des Wonder, donc c'est un jeu qui date un petit peu, mais qui a je crois que c'est Serge Lager et Bruno Calatala, mais j'ai un doute, donc zut, pourquoi j'ai dit mon doute à voix haute? Eh bien, nous rectifierons, nous préciserons Voilà, dans la fera description. en post-production, on montrera tout ça. Avec un Et montage honteux où on remplace. Et toujours dit que c'est un jeu avec un matériel de jeu qui est vraiment riche, avec des belles figurines, avec des aides de jeu qui sont nombreuses, avec un plateau qui nous permet de faire des actions qui sont assez différentes. On a une pression qui est toujours permanente. Il y a toujours quelqu'un, et c'est moi, qui dit attention aux catapultes. Et puis, C'est toujours bien de leur dire. et puis le thème, voilà, cette congruence, je crois qu'il y avait eu une discussion, c'est qu'est-ce qu'un bon jeu là, les dernières fois, mais cette congruence cette coïncidence entre la mécanique et le thème, ici on le sent bien. Et donc on est à la fois immergé dans le thème, les mécaniques sont à ce service-là, il y a la tension d'avoir peut-être un espion, enfin un félon là, dans le terme. Donc, et si on se coordonne mal, on peut perdre. Donc moi j'aime bien celui-là. Voilà. Ça dépend un peu des possibilités, mais dans les jeux qu'on peut laisser sur une table pendant un moment en se disant bah tiens ce soir ou ce matin ou cette nuit on fait une partie. Robin des Bois, à mon avis, me semble pas mal. Voilà, très très narratif, c'est un beau jeu. Faut aimer lire. Oui, on est d'emblée le livret de règles et d'emblée le livret d'aventure en fait qui nous lance dans Dans la le première scénario, partie. Ouais. la première partie. Donc ça c'est pas mal. On peut également perdre. On n'a pas perdu, c'est juste qu'on s'est mal organisé. Je ne dirais Mais pas on que peut. c'est un échec. C'est pas un échec. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Et jeu avec une mécanique un peu plus experte, où là, il faut vraiment une coordination et une bonne planification. The Loop, J'ai jamais gagné à ce jeu. Ouais, Donc, je crois pas qu'on ait fait une partie où on ait gagné. Ok, ce qui est Donc assez voilà, rare comme un peu outil. plus expert, parce que on est un peu moins... je dis on, mais on est un peu moins fan des jeux d'apéro, où voilà, l'objectif, c'est d'aller... mimer, faire deviner des mots. Enfin, on aime bien des mécaniques un peu plus complexes. Et pour le coup, The Loop répond pas mal à cette question-là. Merci à tous les deux pour ces réflexions et ces conseils. On va enchaîner On avec... avance. on avance. On enchaîne avec le point sur lequel tu voulais nous apporter quelques éclaircissements, Jérôme. oui, alors c'est pas très grave, hein, c'est pas un mouvement d'humeur, hein, que parfois, des fois, il y a des choses que je lis dans les forums, qui reviennent souvent. Je pense que c'est un point intéressant. Là, c'était issu d'une discussion où on parlait de ce qu'était la ludopédagogie et ce qui rentrait dans le périmètre ou pas. Donc, ludopédagogie, c'est un terme qui est assez récent dans la langue française. Si on veut avoir une vision plus large, enfin,
euh, il faudrait utiliser le Game-Based Learning, le GBL, donc, qui est une appellation de ce que recouvre la ludopédagogie, et là qui est utilisé là, depuis de longues années, au moins une trentaine d'années, si ce n'est plus. Oui, début des années 80. Et ce game-based learning, il repose, comme enfin, c'est comme la ludopédagogie, sur des utilisations du jeu de façon différente. On peut être sur de la gamification si on est juste sur la partie, on touche qu'au cadre. On est sur de la ludicisation. Donc, en anglais, on parle de playful learning. Donc là, on essaye de rendre l'apprentissage playful, voilà, de mettre dans une attitude ludique les apprenants. On joue plutôt sur l'apprenant plus que sur le cadre lui-même. Et on a les Anglais appellent véritablement le game-based learning, et que nous, on pourrait, voilà, un peu, on pourrait parler de jeu pédagogique. Voilà. On est sur une activité qui vient se présenter. Et dans ce champ-là, il y a deux façons de faire essentiellement. Donc, on a effectivement l'instructionnisme, quelque chose qui est du ressort de l'instructionnisme, c'est-à-dire que là, on va avoir un ou une enseignante qui va instruire, qui va commander de jouer. Donc, ici, on a je vous invoque, je vous impose, je vous demande de jouer, et je vous propose une activité. Et ensuite, on verra si vous avez une activité, si vous avez une attitude ludique ou pas. Mais globalement, je vous propose et je vous demande de jouer. Et donc là, le jeu devient le travail. Et ça, c'est de l'instructionnisme. Et c'est une des façons de pouvoir travailler. Et c'est ce qu'on fait beaucoup, hein. Donc, on amène on amène à jouer, à développer des compétences. Là, tous les types d'engagement dont je parlais, au niveau cognitif, comportemental, au niveau socio-culturel ou affectif. Voilà, donc tous ces champs d'engagement, on les a présents. Et on a une autre famille d'approches en pédagogie. Donc, il y a d'autres approches là, qui ne nous intéressent pas tout à fait dans la ludopédagogie, mais l'autre grande façon de travailler, et c'est celle-là qui parfois n'est pas considérée comme faisant partie entière de la ludopédagogie, c'est ce qu'on appelle le constructionnisme. Et le constructionnisme, voire socio-constructionnisme, ici, on va demander à nos apprenants, non pas de jouer, mais de construire un jeu. Et donc là, c'est différent, mais ça rentre pleinement dans le champ de la ludopédagogie ou du big game learning. Là, la littérature abonde dans le sujet, je pourrais y revenir. J'ai amené le Handbook of Game Learning. D'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à me poser une question dessus à Ça sera l'occasion. noté. Mais voilà, et donc on peut faire jouer ou faire créer un jeu. Et ces deux attitudes, enfin ces deux stratégies nous permettent d'avoir des familles d'engagement qui sont assez identiques. Et donc on n'a pas forcément besoin de faire jouer pour que on retrouve les ressorts du jeu. Parce que dans le processus créatif, l'apprenant game designer apprenti, eh bien, va se projeter en permanence sur l'expérience de jeu, et il va aller des fois même de façon plus efficace qu'avec un mauvais jeu qu'on lui aurait imposé de faire. Il va avoir voilà, un engagement et une compréhension des enjeux pédagogiques et des sujets de connaissances qu'on essaie de manipuler qui vont être plus importants. Donc c'est un vrai voilà, c'est un vrai ressort. Et donc l'instructionnisme, je vais dire que c'est pas bien. Le mot, il fait un peu peur, instructionnisme. On pense aux recruteurs de l'armée américaine, là. Non, ce qui serait un problème, c'est que ça soit du behaviorisme, là, du comportementalisme, où je mets un jouet, enfin, où je mets un jeu, et j'attends qu'il y ait un comportement qui arrive nécessairement. Donc là, ça serait le comportementalisme de ce type-là, il serait un peu plus gênant. Là, et de fait, on en parle assez peu dans la littérature en ludopédagogie. On a soit on fait jouer, soit on fait créer un jeu. Je suis un petit pas de côté parce que j'ai l'impression que tu brûles de l'impatience de me Mais poser une que question. sont donc ces livres sur ta table? Ah bah, j'ai amené des petits livres, effectivement, merci de l'avoir remarqué. Donc, il y a un livre donc, qui est en anglais qui est un peu lourd, qui est un peu cher, mais qui est une super base, notamment pour pouvoir voir une grande perspective
en particulier européenne et aussi nord-américaine et un peu australienne, sur la façon dont on aborde la ludopédagogie, parce que parfois on a l'impression d'être des ultra pionniers, parce que ça fait, le mot il existe depuis, on va dire, 4-5 ans en France, mais voilà, ce fond de JBL, il est important. On a de nombreuses expérimentations qui sont faites dans des champs très différents, jeux vidéo, jeux analogiques, en contexte scolaire en contexte universitaire ou en formation professionnelle. Donc ça, j'invite vraiment, pour ceux qui le souhaitent, on donnera les De toute références. façon, parce que déjà, ouais, on Voilà. mettra les références comme d'habitude. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de pouvoir identifier des méthodes dont on n'entend pas forcément parler dans le contexte francophone. Et donc, voilà, les communautés autour du JBL sont vraiment intéressantes. Et donc, j'en ai un autre, un tout petit, c'est le dernier bouquin de Julien Alvarez qui s'appelle donc Serious Game, un carcan ludique, point d'interrogation. Jeux vidéo, travail et instrumentalisation. Et donc, ce petit ouvrage, il est intéressant, notamment dans cette perspective instructionnisme, constructionnisme, pour aller voir d'autres familles de rapports entre le jeu et le travail. Et donc, après un travail, enfin, un éclaircissement sur l'écart interprétatif entre je joue à quelque chose, je pense avoir appris ou avoir expérimenté cela, et ce que ambitionnait l'enseignant ou le formateur qui proposait l'activité. Donc là, il y a tout une première partie de l'ouvrage sur l'écart interprétatif. Et puis ensuite, il y a deux autres parties vraiment intéressantes sur la façon dont on peut percevoir la complémentarité jeu et travail. Mhm. Donc dans le jeu et travail, il y a ces deux familles dont je parlais, instructionnisme et constructionnisme, mais il identifie aussi d'autres familles de moments où le jeu il va apparaître. Il y a des fois le jeu dans le travail alors qu'on n'a pas demandé de jouer. L'étudiant qui va se faire une partie discrètement sur son téléphone de jeu. D'accord. Dans les amphis, on a tous les ordinateurs ici, donc des fois c'est intéressant d'aller voir le nombre qui sont en train de faire autre chose. Et le jeu est une des activités, hein, quand on demande aux étudiants ce qu'ils font, et même des fois les salariés, quand ils sont chez eux en télétravail, voilà, il y a cette présence du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que la littérature scientifique nous amène à voir que c'est pas forcément quelque chose qui va faire chuter la productivité ou l'attention. Donc le jeu dans le travail, y compris si c'est pas une invocation par rapport à l'employeur ou l'enseignant, ça peut avoir des vertus. Et donc, Donc, si vous jouez à solitaire au travail, tout va bien. c'est Vous pouvez ça. rassurer votre employeur. D'ailleurs, on vous conseillera d'autres jeux parce qu'il y en a des mieux que le solitaire, je Ça marche. pense. Parce que je vois, là, le jeu n'est pas fou. On va Euh, choisir ça comme titre de live. Si vous jouez au solitaire au travail. mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a il y a cette présence-là. Et on peut avoir faire jouer, s'apercevoir qu'en fait, ils jouent alors qu'on leur avait pas demandé spécialement de jouer. Et puis, il y a aussi la permanence aussi du jeu en tant qu'objet culturel dans le monde du travail. Et c'est aussi un des points qu'il soulève ici. On est sur un monde où la première activité culturelle, je crois que c'est 89% dans le rapport d'octobre de CEL, 89% des 14-25 ans jouent plus d'une heure par jour. Je sais plus, voilà. Bon, en tout cas, sont joueurs, à vérifier et à remettre dans les édits de La l'émission. cellule de fact-checking va vérifier. C'est ça. Et donc voilà, on a un objet culturel qui est vraiment extrêmement présent, et ça, on s'en rend pas forcément compte en tant. Alors là, lui, il parle à la fois des employeurs et des enseignants dans cette perspective travail. On se rend pas compte à ce point de la pénétration du jeu dans nos façons de penser, dans nos références. Et donc, c'est aussi une façon voilà, d'existence et qui peut être aussi une espèce de. Alors, on parlerait, je sais pas, de connectivisme, si on voulait mettre des mots un peu des sciences de l'éducation. C'est-à-dire voilà, qu'il y a ces innovations numériques ou pas numériques, mais ces innovations liées au jeu, ces innovations ludiques, qui sont aussi des opportunités pour pouvoir connecter les uns avec les autres. Donc, là, c'est tout petit, aux éditions locaux en plus, le nom est rigolo. Avec des photos au milieu, j'ai pas compris trop pourquoi elles étaient là, mais il y a si j'ai compris, il y a, quand j'ai ouvert le livre la première fois, j'ai vu des photos au milieu, je me dis, mais quel est le rapport avec le jeu? Et finalement, Et voilà. ça sera, je vous laisse la surprise. Très bien.
Alors, Jérôme, je vais peut-être te poser une dernière question qui sera l'occasion de placer ton mot si jamais tu ne l'as pas encore fait. Je laisse le suspense pour le moment. Donc, pour résumer sur l'instructionnisme, constructionnisme, donc ce que tu dis, c'est que ça interroge aussi la place de l'enseignant, la place de l'apprenant. Et est-ce que l'idée, c'est de choisir entre les deux? Est-ce que... Oui, Oui, quand même. je pense que je pense que c'est important que par rapport à tous les positionnements théoriques, je pense que c'est important que les enseignants ne subissent pas des théories qu'ils n'auraient pas choisies. L'enseignant, il a une posture théoriquement et il sait qu'il va faire travailler ses étudiants. Nous, on est très, très fortement attachés au socioconstructivisme, à faire travailler en équipe. On pense on apprend beaucoup en équipe, et, par du travail d'équipe entre pairs et par les pairs, et avec comment dire, l'apprentissage par le faire. Donc par le faire et par les pairs, c'est ça le socioconstructivisme. Ce qui fait que on va engager nos activités par rapport à ça. Donc l'enseignant, il doit être en contrôle par rapport, je pense, à ses stratégies d'apprentissage, enfin d'enseignement en vue de l'apprentissage. Donc oui. Merci beaucoup. Et j'ai placé mon mot. Tu as placé ton mot. Il y a des questions dans le public. Dites-nous tout, Lucie Arthur. Oui, question de Ben Tipeee. Avez-vous des références de jeux pour faire apprendre le solfège? Réussir à rendre la théorie musicale ludique et pourquoi pas plaisanter même? Bonne question. Solfège. L'image n'est pas figée, hein. Nous sommes simplement en réflexion. En fait, on va essayer d'en trouver. Spontanément, il n'y en a pas qui me viennent. Alors, je pense au jeu qu'on a vu à Spiel, où on a... Enfin, mais c'est un jeu de gestion, en C'est fait, un jeu de qui repose gestion sur... pour composer une œuvre symphonique, mais sur À mon avis, il faudrait aller loin dans le détournement de ce Ouais. jeu-là pour aller travailler. En jeu vidéo, il doit y en avoir, je pense. Sur le solfège lui-même, c'est-à-dire que si on est sur quelque chose autour de la thématique, de la musique, Ouais. il peut y avoir des choses. Je crois que j'avais vu une fois un jeu sur iPad, sur tablette, pardon. Un jeu sur tablette où on faisait parcourir, c'était un jeu de plateforme sur des notes, et il me semble que quand on tombait, voilà, on pouvait faire jouer des choses, mais J'irais peut-être plutôt sur de nouveau un grain plus fin dans le solfège. Et si on veut travailler par exemple l'harmonisation, il faudrait aller choisir des analogies avec des personnages, avec des imbrications qui fonctionnent. Mais ouais, sur les choix de notes, à part parcourir des plateformes et suivre des notes, associer des couleurs à des notes, et puis ensuite le faire répéter. On y réfléchit On y aussi. réfléchit, pourquoi Merci pas, dans pour les cette recos. question très intéressante. Le rythme, c'est sur des éléments de rythme, il y a peut-être Ouais. il y a peut-être aussi des choses à faire sur du détournement ou plus sur du jeu vidéo. Ouais. Oui, Guitar Hero quelque part, mais Oui, Guitar Hero, enfin, sur la mais synchro rythmique, ça fonctionne, mais, mais pas sur du... ouais. Si on va aller sur le truc hardcore pénible moi, alors cela dit, j'ai toujours préféré le solfège aux instruments, mais j'étais plutôt rare. Et je pense que effectivement, c'est la partie pénible de l'enseignement. Voilà, j'imagine que c'est la lecture des notes sur les clés à la noix, en clé de fa, en clé d'ut. Et ça, effectivement, ça nécessite un apprentissage. Mais on va creuser. Mais alors, c'est On une va super creuser, question. on Merci. pourra même imaginer peut-être Si un t'avais jeu de pas placé solfège ton un mot, jour. j'aurais cru que c'était ut. Ah. Ils auraient été forts. Ouais. Alors, n'hésitez pas à faire des hypothèses, des suggestions dans le chat sur le mot de Jérôme. On fera un bilan à la Tu l'as fin. passé avec nous. Damien, tu Nous reviens avec verrons. nous à la fin. Donc, Ouais, tu n'as pas reviens, de toute placé façon. le tien, tout va bien. Eh bien, au plaisir. Merci Jérôme, Merci beaucoup. merci Ouais. Damien. Vous allez laisser la place donc à Sonia Rivera Ospina et Sacha Bernat qui arrivent sous vos applaudissements déchaînés. Ah, merci. Bienvenue à toutes les deux. Donc, pendant que Sonia arrive, donc, Sacha Bernat, qui est notre illustratrice ici au CEMU depuis 8 mois environ. Oui, c'est ça. Et puis, donc, Sonia Rivera Ospina, qui est la graphiste. Ouais. Vous faites toutes les deux partie du pôle transmédia et plus précisément du studio création.
Et parmi vos nombreuses missions, vous participez notamment à la création, à la conception de jeux. Donc, on avait aujourd'hui envie de prendre le temps de discuter avec vous, de comprendre en quoi consiste votre métier et précisément ce que vous faites quand vous travaillez sur un jeu. Alors, très simplement, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire en quoi consiste justement votre travail? Et je me Oui. permets, je ne vous ai pas fait piocher de mots, ce serait quand même dommage. Donc, je rappelle que Benoît Je et, pensais qu'on allait et Nicolas les éliminer ont les choisis. papiers. Voilà. J'espère qu'ils ont bien choisi pour vous. Merci. Donc, allez-y sur donc, votre travail. Donc moi, je suis graphiste print de formation avec une spécialisation en édition, micro-édition. Donc moi, je gère toute la partie conception graphique des projets qui nous amènent au SEMU. Et maintenant, ce travail se retrouve complètement enrichi par le travail de Sacha, de son côté illustratrice. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est ça mon travail. Très bien. Et toi, Sacha? De formation, moi je suis illustratrice scientifique et donc c'est vraiment la création de visuels pour faire comprendre quelque chose. C'est le dessin pour comprendre. Et donc ce que je fais au CEBU, c'est de l'illustration pédagogique, donc ça s'ancre totalement là-dedans. Et donc ça va être tout ce qui est création de visuels pour des modules de formation, des diaporamas de cours ou des projets pédagogiques un peu innovants comme la création de jeux. Et comme l'a dit Sonia, l'idée c'est qu'on se complète vraiment parce que ça fait appel à des compétences qui sont différentes et ça permet vraiment d'avoir une pluridisciplinarité. Oui, Oui, voilà, une entre pluridisciplinarité. vous, ouais, ça fonctionne bien. Voilà. Et alors, justement, plus précisément, quand vous êtes missionné sur la conception d'un jeu, quelles tâches vous avez? Comment vous travaillez? Ça passe beaucoup par la discussion, non seulement avec les porteurs de projet, mais aussi par les commanditaires. De savoir exactement ce qu'ils veulent, dans quelle direction il faut qu'on aille, qui va définir aussi la direction artistique du projet, à quel stade se trouve le projet quand il arrive au SEMU, si c'est juste de la conception graphique pure et dure, ou s'il y a tout un travail qui doit être fait avant par Nicolas, qui est le concepteur de jeu. Donc c'est assez varié. Mais oui, ça va que de la petite production de visuels jusqu'à la direction artistique de mon côté. Oui, c'est très vaste, ça dépend Ouais. vraiment de la demande. Il y a en tout cas un gros travail de compréhension du sujet, je pense, à chaque fois, parce que c'est souvent appliqué à des domaines scientifiques ou à des concepts un peu compliqués qui sont enseignés. Donc, il y a d'abord, nous, une appréhension du sujet à faire. Et ensuite, voilà, tout dépend de à quel stade est le game design. Est-ce que les mécaniques de jeu ont déjà été identifiées? À quel point tout ce qui est conception graphique, conception illustrée va intervenir dans la compréhension de ces mécaniques de jeu aussi. Donc ça varie en fait. Et justement, pour parler très concrètement, est-ce que c'est vous, par exemple, qui allez designer le plateau ou les cartes de jeu? Ça peut. Ça peut. Ça peut. Il y a certains projets sur lesquels on travaille en ce moment. Il y a quasiment tout à imaginer, tout à concevoir. Et donc, c'est hyper sympa parce que ça demande une variété de production qui est hyper riche. Donc oui, ça arrive. Juste comme il y a aussi des autres projets qui arrivent presque finis au niveau de la conception de jeu et après il faut juste donner une image visuelle et graphique et puis c'est tout, que c'est le cas de Pharmacy Shop justement. C'est un autre projet sur lequel on travaille en ce moment. Eh ben, très bonne transition. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot et justement plus précisément comment vous avez travaillé dessus? Pharmacy Shop. Pharmacy Shop, c'est un projet porté par Pascal Schumann-Barth, doyen de la UFR Pharma, et qui s'inspire des règles du jeu de Time's Up. Et donc, du coup, elle avait testé son prototype avec ses étudiants, ça a très bien marché, mais après, il fallait lui donner une forme
graphique. Bah, je ne peux pas vous montrer vraiment les prototypes parce qu'en ce moment, il est en train d'être testé par les étudiants. D'accord. Mais ça, c'est ma petite boîte de recherche. Normalement, on commence tout projet avec une boîte comme ça où on intègre les règles, les conditions, on commence à faire des tests, des impressions, des petites illustrations. Ça ressemble à ça, en gros, nos recherches, en fait. Donc, oui, bah, celui-là, il est quand même déjà pas mal abouti. Il y a encore des choses à gérer, mais c'est l'un des projets qui va sortir bientôt. Et pour imaginer le visuel d'un jeu, l'une comme l'autre, il y a des critères de lisibilité, d'attractivité. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir telle couleur ou telle forme? Je parle en novice, évidemment. Je dirais que tout dépend du stade, enfin de l'avancée du jeu quand on intervient dessus. Des fois, il y a un peu une sorte de carte blanche. Et donc là, on va pouvoir faire plein de recherches, de références graphiques et identifier des pistes graphiques qui peuvent être, selon nous, pertinentes pour les objectifs du jeu. Et je pense que il y a à la fois, ces recherches, elles sont faites en deux temps, à la fois l'aspect juste visuel, immersif des futurs visuels, et le côté plus, est-ce que la production graphique va servir euh, le propos du jeu et va servir aussi à tout l'aspect, à mettre en valeur le game design qui a déjà été fait. Mm. Donc, il y a toujours ces petits paramètres-là à avoir en tête quand on fait des recherches. Après, je pense que ça dépend aussi des méthodes de travail. Peut-être que Sonia fait différemment pour la recherche de références. Moi, j'essaie de prendre vraiment en compte les attentes de la personne qui commande les jeux en soi. Quel est l'univers qu'il est en train de s'imaginer pour son jeu et comment est-ce qu'on peut l'adapter parce que des fois, on a des compétences qui ne sont pas forcément adaptées pour développer quelque chose de très ponctuel. Mais après, c'est une histoire de compromis, c'est beaucoup de discussions Oui. et énormément de références, beaucoup de références justement dans la recherche. Oui, bien sûr, tout est rythmé par des réunions, par des échanges avec toutes les personnes qui interviennent dans le projet. C'est super important pour que tout le monde soit raccord et que tout le monde se retrouve aussi dans la direction que prend le projet. Il y a une spécificité pour vous à travailler sur la conception d'un jeu par rapport à vos autres commandes? Bah, justement, pour moi, c'est la quantité de références qu'il faut tenir en compte quand on est en train de développer un jeu. De venir justement dans les gaming labs et regarder dans notre réserve qu'est-ce qu'il y a qui pourrait se ressembler, sur quoi on pourrait éventuellement s'inspirer, dans quelle direction il faut vraiment pas y aller. Il y a plein vraiment de petites références à tenir en compte. Et après, c'est aussi une question de lisibilité, d'accord avec l'univers qu'on veut donner au jeu. Si c'est vraiment un univers fantastique ou si ça va être quelque chose d'un peu plus flat design, c'est vraiment plein de petits éléments à tenir en compte. Donc, ouais. Ouais, donc ça Pour se moi, joue c'est un vraiment peu sur ça. l'univers Ouais. aussi beaucoup. Et Et pour les les recherches à faire. références, ouais, Ouais. voilà. Ok. Et alors, évidemment, la grande question, c'est qu'est-ce qui fait pour vous un bon jeu un bon jeu pédagogique sur le plan graphique et sur le plan des illustrations? Je dirais des illustrations qui permettent une réelle immersivité du joueur et aussi qui apportent qui permettent la compréhension du jeu en lui-même, où c'est pas juste c'est pas juste pour décorer, disons. Mm. Même si parfois l'aspect contemplatif, il peut avoir un réel intérêt dans la manière de jouer, hein, mais c'est quand il y a une belle réflexion autour de game design, illustration, je trouve que ça fait des très bons jeux. Pour moi, un jeu réussi, c'est un jeu qui, juste en le regardant, on pourrait éventuellement s'en passer des règles, Mm. parce qu'il y a plein de petits éléments qui dévoilent déjà comment ça va se passer. En fait, c'est une question de lisibilité.
de à quel point il est accessible pour la personne qui est en train de le regarder et ça passe par la typographie, par les choix de couleurs, par les graphiques, les pictogrammes, par plein de petits éléments qui vont faire que la lisibilité elle soit vraiment nette. Et puis, et si en plus il est agréable à regarder, bah, encore Ouais, mieux. c'est des définitions qui sont vraiment intéressantes et en plus, je crois que vous avez, amené des jeux que vous vouliez justement nous montrer parce que ça correspond un petit Oui. peu à ces critères-là. L'une comme l'autre, allez-y, sentez-vous libre de les montrer, On a Dany sur le plateau, vous avez amené Wingspan, Dune, Dune. on a remis, Holding On dont on avait déjà parlé mais qui, faisait partie des jeux que vous avez Oui. appréciés beaucoup. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans la boîte de Dune, dans les jeux de Dune, c'est qu'il a quand même gardé beaucoup des éléments de l'ancienne version, de cette version qui est sortie dans les années 80, mais aujourd'hui, on le trouve bien beaucoup plus stylisé grâce à certains éléments graphiques et je ne sais pas si on arrive à voir vraiment, mais c'est un bon compromis entre l'illustration et le graphisme. Ça fait un très très beau habillage, c'est assez élégant. La typographie qui a changé de celle qu'on avait dans les années 80, justement, moi, je le trouve très élégant comme habillage graphique. Et après, pour Dany, euh, Dany, c'est bizarre, c'est un peu mon coup de cœur dans les Gaming Lab, justement, parce qu'il n'a pas besoin de toutes ces fioritures pour attirer l'œil, justement, tellement il est différent, tellement il n'est pas coloré, tellement il est justement responsable avec l'utilisation des encres, parce que c'est qu'on joue en blanc et noir, donc ça part aussi de la éco-production Mmh. d'un jeu. Les illustrations, elles sont juste trop belles, même si ça part un peu dans les côtés complètement contemplatifs et oniriques. Ça met vraiment en valeur les concepts du jeu, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il est différent, Donc Dany qui est complètement un différent. jeu, créatif et de bluff, Ouais. qui rappelle un peu Shining Oui, dans voilà, et il l'univers, n'a pas besoin d'aller chercher dans les petits décors pour se rendre différent des autres jeux. Déjà, je les pose là, bah, C'est vrai que c'est un très beau bah jeu. oui. Et Sacha, tu voulais parler de Alors j'ai pris Holding On parce que, bon, a priori, il a déjà Au été... niveau du scénario, des mécaniques, oui. Ouais. Après, Parce que je trouve que justement, il illustre bien cet aspect de les illustrations, elles servent le propos. Et donc, j'avais été pas mal marquée, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore, mais j'avais été pas mal marquée par ces cartes qui sont faites un peu comme de type peinture, mais sans doute peinture digitale. Et en fait, selon à quel point on est avancé dans le scénario du jeu, elles sont traitées de manière plus... euh, brouillon, c'est pas le mot, mais il y a une évolution du traitement graphique selon à quel point on est dans le scénario. Et je trouve ça super d'avoir eu un parti pris graphique quand même assez fort qui fait référence à la peinture euh, pour en plus servir la mécanique de jeu. oui, parce qu'elles sont plus ou moins floues, C'est ça. selon si on a bien développé les souvenirs du personnage ou pas. Ouais. Et puis je trouve que c'est quand même assez fort d'avoir des beaux visuels comme ça sur une thématique de jeu qui est quand même assez lourde. On parle Mmh. d'un jeu coopératif sur la fin de vie d'un personnage. Et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est beau pour ça. Et j'avais aussi amené Wingspan, donc je me permets je le pose là, je rangerai mieux. Qui est un jeu donc, du type ornithologie. Et j'ai moins d'explications sur celui-là parce que c'est vraiment un coup de cœur et je pense que c'est parce qu'il y a l'aspect un peu illustration naturaliste. Mais donc pour expliquer un peu peut-être à ceux qui écoutent, le but c'est d'accumuler des points en faisant en collectionnant des cartes de spécimens d'oiseaux. Et donc il y a des cartes d'action et selon comment on combine ces cartes, je crois qu'il y a des combinaisons d'actions possibles et le but c'est d'avoir le maximum de points. Et donc il y a une énorme quantité de cartes, plus d'une centaine, sur différentes espèces d'oiseaux qui sont traitées comme des illustrations naturalistes en fait.
Et je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce jeu. Euh, Là, vraiment gros coup de cœur sur l'illustration qui ouais, est très belle. c'est plus un coup de cœur, Et même les un pions, coup de c'est des cœur petits œufs d'illustratrice. Oui, colorés, les c'est petits trop pions beau. sont des petits œufs très mignons. Enfin voilà, tout est très mignon dans ce jeu. Mais c'est vraiment génial justement d'avoir vos regards sur les jeux et de voir qu'on ne s'intéresse pas forcément qu'aux mécaniques aussi. Donc merci pour ça. On avait une petite question pour toi, Sonia, aussi, parce que tu as participé enfin, tu as créé l'identité visuelle du Gaming Lab. Tu peux nous dire assez rapidement comment tu as pensé ça? En fait, la création de l'univers Gaming Lab, il part un peu d'une inspiration très basique, mais vraiment très basique, c'est de Pac-Man, l'univers Pac-Man. Et c'était aussi un jeu avec la typographie que je m'avais imposé pour pouvoir développer cette charte graphique, c'est la Railway. Donc c'était juste un jeu de formes, de comment j'arrive à déformer la typographie pour enlever les côtés lettres, pour que ça devienne une forme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et après, les choix de couleurs, c'est plus... je pensais que je suis partie sur une palette un peu acidulée parce que ça fait un peu un appel émotionnel à l'enfance, à tout ce qui, justement, les jeux, les bonbons, et ce qui attire un peu l'œil. Et j'avais l'impression que c'est ça dont on avait besoin pour cette charte-là, parce qu'on utilise aussi beaucoup les bleus foncés, il est quand même très présent, donc du coup, il fallait quelque chose qui fasse vraiment le contraste avec cette bleu-là. Et c'est parti, oui, des petites références un peu de l'enfance, des souvenirs, des jeux, et puis c'est parti comme ça. Ben, en tout cas, merci vraiment à toutes les deux parce que c'est super de voir comment vous travaillez, d'où partent vos réflexions et comment ça peut arriver à la fin à un jeu. Est-ce que dans le public, nous avons des questions sur le travail de Sonia et Sacha? Alors, pas pour le moment, n'hésitez pas encore une fois. Moi, j'ai envie de vous partir avec une dernière question. Est-ce que en 2 mots, vous avez envie de définir votre style, vos inspirations? Ça, c'est C'est difficile. pas facile. Ouais. C'est difficile, puisque on nourrit l'inspiration sans arrêt, de manière différente selon les projets. Puis même comme notre but, c'est de répondre le mieux possible à une demande, souvent on doit être un peu flexible sur notre style graphique, disons. Donc c'est vrai que c'est pas évident comme question, mais je crois que si je devais le définir en quelques mots, j'aime bien le côté mix de techniques. Et ce qui me plaît réellement, c'est de pouvoir travailler d'abord en traditionnel et ensuite de faire un traitement graphique à l'ordinateur. Et puis, s'il y a de la couleur, c'est pas mal. Merci. Et toi, Sonia? Pour moi, je ne sais pas si je vais vraiment donner un nom à mon style Le style Sonia. ouais, non, mais ça serait plus du géominimalisme, je trouve, parce que je donne beaucoup d'importance justement côté minimaliste dans les productions, mais aussi à la forme et aux aplats. Et puis, voilà quoi. Sinon, je tire beaucoup d'inspiration dans la culture populaire, les années 80, à partir des années 80 jusqu'aux années 2000, c'est quand même un peu un endroit où je vais souvent chercher de l'inspiration. Beaucoup de design suisse aussi, mais sinon, oui, on s'y adapte. Voilà. Ben, génial, merci beaucoup à Merci. toutes les deux de nous avoir fait Merci. découvrir vos emplois, vos passions, votre passion. Est-ce que c'est un métier passion? Est-ce qu'on peut encore dire ça? Ouais. On n'est pas là pour l'argent, clairement. D'accord. Ok. Non, mais puis aussi, c'est génial de savoir que le métier d'illustratrice pédagogique existe. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on sait. Je pense que c'est surtout illustration scientifique qui commence à être un petit peu connue. Illustratrice pédagogique, peut-être ça, on va dire que c'est un dérivé, mais oui, ça existe. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Si jamais il y a des questions qui arrivent dans le public, on vous les fera parvenir. Et puis, donc, je vais laisser entrer Arthur qui va prendre votre place. Eh ben, merci. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez réussi à placer vos mots. Bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Pour une prochaine. Donc, on accueille Arthur Gatté, que vous avez déjà entendu lors du numéro précédent, et vous lui avez fait un accueil dithyrambique. Donc, il revient avec Bonjour, sa chronique. Je reviens.
c'est moi que revoilà. Pour nous parler aujourd'hui d'Archeo Gaming. Oui, j'ai troqué mon pull grâce à toi. Merci, Très beau Florine, pull de Noël. pull de Noël que tu m'as prêté. Oui, alors déjà, il est où mon mot? Où est mon mot? Il Ton est mot est là. ici. Alors, voilà, en plus il est collé. Ok, d'accord. Voilà, bon courage. Merci. Et donc, oui, je suis venu vous parler donc d'Archeo Gaming. La question qui se pose, qu'est-ce que l'Archeo Gaming? Donc, c'est un terme qui a été inventé ou créé, je dirais, par un chercheur, Andrew Reinhard, en 2013. Qui donc lui, il est archéologue et donc il crée un blog de recherche qui s'appelle archeogaming.com. Et en quelques mots, l'archéogaming, qu'est-ce que c'est? C'est l'archéologie dans et sur les jeux vidéo, ou en tout cas les jeux généraux, jeux analogiques comme là on peut avoir. Donc en deux exemples, sur les jeux vidéo, donc, on se souvient de E.T., sorti en 1982 sur Atari, qui a, bon, pour beaucoup, créé en fait le crash du jeu vidéo en 1983, où en fin de compte le jeu vidéo a failli s'effondrer totalement et a failli disparaître, mais a été quand même sauvé par quelques acteurs du jeu vidéo. Bon, c'est un gros raccourci que je fais, mais bon, bah, notamment par Nintendo et Sega, je dirais, mais voilà, c'est un gros raccourci quand même. Mais donc, E.T., en fait, sur Atari, en 1982, il est sorti, mais dans un état désastreux. Ça a été une catastrophe. Le jeu, il n'est pas terminé. Ça pouvait arriver, en fait, les enfants, en fait, jouaient, se bloquaient tout seuls. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Ils pouvaient juste arrêter de jouer. Et en fait, ils ne pouvaient plus jouer du tout parce qu'ils étaient bloqués dans un trou. Et donc, c'est un désastre financier, mais pas possible. Et donc, ils ont enterré. Donc, il y a eu toute une légende qui explique qu'ils auraient enterré des cartouches de jeu dans le Nouveau-Mexique, à Alamogordo. Et donc, en fait, c'est des cartouches qui ont été retrouvées. Donc, elles ont été déterrées en 2014 grâce à des fouilles archéologiques, notamment. Donc, c'est là où se pose la question de comment on préserve, en fin de compte, l'objet du jeu vidéo, que ce soit des cartouches de jeu, que ce soit des manettes, des consoles ou même des magazines, toutes ces choses-là qui traitent du jeu vidéo. Mais aussi l'archéogaming, pardon, c'est l'archéologie dans le jeu vidéo. Donc on pense notamment à la figure de l'archéologue, comment elle est représentée dans le jeu vidéo. Donc on pense notamment à Lara Croft dans Tomb Raider en 1996 et Nathan Drake dans Uncharted à partir de 2007, qui sont deux figures un peu de l'archéologue qui flirtent un peu avec l'aventurier et l'aventurière qui a un gros flingue ou qui s'évade d'un temple abandonné derrière des explosions, tout ça, vraiment à l'image d'Indiana Jones. Donc qui rend pas forcément très 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 bien hommage en fin de compte à comment la figure en fait de l'archéologue, parce que c'est pas ça du tout, enfin, La vraie recherche la vraie archéologique. recherche archéologique. Mais du coup, c'est des questions qui sont intéressantes quand même à se poser. Comment, en fin de compte, l'archéologie et le travail, le métier d'archéologue, en fin de compte, il est représenté justement dans le jeu vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Et notamment, donc, Andrew Reinhardt, en fait, lui, il s'intéresse à ça en fait dès 2013, même déjà un peu avant où il se commence à poser des questions. C'est un joueur avide et notamment, il joue à World of Warcraft. Donc, World of Warcraft sort une extension en 2010. Je crois qu'il me semble que c'est la 4e extension qui s'appelle Cataclysme. Et en fait, cette extension, elle introduit un nouveau métier. Donc, dans le jeu, on peut avoir des petits métiers en plus de faire ses aventures. Et cette extension introduit en fait le métier d'archéologue, où on va en fin de compte se promener, poser sa petite lunette d'archéologue, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de lunette qui leur permet d'explorer. Il y a un terme, mais j'ai plus le terme du tout. Et en fin de compte, trouver des artefacts de telle ou telle espèce ou telle race ou autre. Et à partir de 10 artefacts, on peut reconstruire un espèce de bijou, un truc voilà, qui nous raconte un peu l'histoire en fait, de cette espèce-là perdue. Et donc lui, il a fait une petite étude là-dessus, qui s'appelle Trading Shovels for Controllers, A Brief Exploration of the Portrayal of Archaeology in Video Games. Donc fait en collaboration avec Catherine Meyers-Emery en 2016, où là, il s'intéresse vraiment à la figure de l'archéologue dans le jeu vidéo. Donc il parle de World of Warcraft et notamment d'un jeu
No Man's Sky, qui est sorti en 2016, produit par Hello Games. Et Hello Games, le directeur, il s'appelle Sean Murray, du coup, de ce studio-là. C'est un studio britannique, il me semble. C'est un jeu qui est annoncé en grande pompe, la révolution du jeu vidéo, parce que on va pouvoir explorer l'univers entier. Donc on joue, donc c'est un jeu de science-fiction, on a notre petit vaisseau, on a un aventurier de l'espace, et toutes les planètes, toute la faune, toute la flore de chaque planète est différente. Elle est générée de façon procédurale, c'est-à-dire que c'est vraiment des lignes de code qui va rechercher dans un catalogue, je sais pas, la tête d'une créature, et après ils vont la coller à un truc. C'est vraiment le code créé en fin de compte de manière automatique, en fin de compte, toutes les espèces, toute la faune et toute la flore et Mhm. toutes les planètes du jeu. Et donc, enfin, ils font des promesses incroyables. Donc, il y aura du multijoueur, il y a des véhicules, toutes les planètes sont intéressantes et tout ça, voilà. Et ils estiment à peu près, en fin de compte, une exploration vraiment qui sera impossible en fait à vraiment compléter, parce qu'il y aurait apparemment 18 quintillions de planètes dans le jeu qui peuvent être générées en fin de compte dans le jeu. D'accord. Donc il y a beaucoup de promesses qui, en fin de compte, en 2016, le jeu sort et en fait, elles ne sont pas tenues du tout. Alors effectivement, il y a beaucoup de planètes, il y a beaucoup d'espèces, tout ça, mais en fin de compte, il n'y a pas énormément de choses à faire. Les bases qu'on nous avait promis qu'on pouvait construire, pas du tout mises en jeu. Le multijoueur, pas de multijoueur du tout. Et en fin de compte, on se retrouve avec un jeu où certes c'est de l'exploration, où en fin de compte, on va se balader de planète en planète, mais en fait, c'est très long. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Toutes les planètes se ressemblent un peu. Et donc, du coup, c'était vraiment un espèce de second crash, moi, je dirais, en tout cas, de ce jeu vidéo-là, qui avait beaucoup de promesses qui n'ont jamais été tenues. Sans compter, mais c'était sans compter en tout cas, des mises à jour. Donc, ils ont été voilà, à l'écoute, en fin de compte, de la fanbase. En fin de compte, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui adoraient, enfin, qui attendaient beaucoup ce jeu. Moi y compris d'ailleurs. Et ils ont fait beaucoup de mises à jour. Je sais plus, je crois que c'est à peu près une vingtaine de mises à jour majeures, hein. Donc c'est pas juste des mises à jour qui corrigent certaines choses, mais qui vont ajouter du contenu. On a d'abord une première mise à jour en 2016 qui s'appelle Fondation, qui ajoute en fin de compte le système de construction. On peut construire des bases du coup sur les planètes à n'importe quel endroit, donc c'est super. En 2016, toujours un peu après ça, on a la mise à jour qui s'appelle Pathfinder, qui ajoute un système de partage de bases. Donc, c'est-à-dire que les joueurs peuvent construire leur base et ensuite, grâce à un petit objet en jeu, peuvent partager en fait sur le net leur base. Donc les autres joueurs peuvent télécharger ces bases-là et peuvent les visiter en fin de compte. Donc ça permet aux autres joueurs de visiter des bases sur un univers qui est gigantesque, Mhm. dans un jeu qui est en cours de construction, tout ça. Et donc il y a beaucoup de bases qui se font, tout ça, beaucoup de planètes qui commencent à être un peu habitées petit à petit par les joueurs. Et en 2017 sort Atlas Rises, une autre mise à jour majeure en fin de compte du jeu, qui là ajoute un espèce de système de multijoueur, et aussi et surtout, et c'est là où en fin de compte il y a cette petite chose assez intéressante, ils ajoutent aussi une modification, ils modifient en fait l'algorithme de création des planètes, de la faune, de la flore, tout ça, pour que les planètes soient véritablement différentes, et pareil pour ce qui est animaux, Quitte à flore, ce tout qu'il y en ait ça. 18 trillions. Voilà, quitte à ce qu'il y en D'accord. ait voilà, 18 trillions, enfin vraiment plein de choses. Ouais. Et ce qui fait en fait que ça modifie en fait toutes les surfaces des planètes qui ont déjà été enfin, générées en fin de compte par les joueurs. Donc ça modifie la topographie, c'est-à-dire qu'ils vont placer peut-être, on ne sait pas, sur une planète, une montagne va apparaître alors qu'il n'y en avait pas, il y avait une mer avant ça. Ça va modifier la météorologie en fin de compte sur une planète aussi. Donc s'il y avait un désert avant sur la planète où j'ai construit ma base, peut-être que plus tard, en fin de compte, après cette mise à jour-là, j'aurai un océan avec une montagne ou un truc enneigé, je ne sais pas. D'accord. Et résultat, il y a beaucoup de bases qui ont été construites avant cette mise à jour-là, qui ont en fin de compte été du coup modifiées, se sont retrouvées un peu au milieu de nulle part. Donc des bases des fois qui étaient
sur la surface d'une planète. La surface a changé, la topographie a changé, donc le sol s'est retrouvé plus bas, et en fin de compte, la base maintenant, elle est volante. Ou au contraire, bah, en fait, le sol est augmenté, donc en fait, la base maintenant se retrouve dans la Terre. Et donc c'est ça, en fait, c'est autour de ça que Andrew Reinhardt, en fait, il va travailler. Lui, il va étudier, en fin de compte, ces bases-là qui ont été construites avant cette mise à jour-là, pour essayer de préserver, en fin de compte, le travail, en fin de compte, des joueurs, et conserver, en fait, les bases, les considérer vraiment comme des artefacts, en fait, archéologiques. Parce que beaucoup de joueurs, en fin de compte, à l'annonce de cette mise à jour-là, ils ont effectué une migration. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, bah non, moi j'abandonne cette base-là et je vais autre part et je la laisse, tout ça. Donc ils ont Mmh. soit laissé des petits messages, et des messages qui sont laissés pour dire bonjour, voilà, cette base c'était la mienne, mais avant la mise à jour, machin, machin. Et ils sont partis autre part. Et donc lui, Andrew Reinhardt, c'est assez rigolo, mais dans un bouquin, en fait, il compare en fait cette espèce d'exode à un espèce d'événement en fait comme Pompéi. En fait, il dit voilà, D'accord. c'est similaire à Pompéi, tout ça. Et donc lui, afin de préserver en fin de compte ces artefacts comme il les appelle, donc il va utiliser sa méthode vraiment d'archéologue qu'il a appris voilà en études et pour justement classifier, préserver tout ça, mais aussi en fin de compte étudier de manière sociologique. Est-ce que les comportements dans ces jeux-là, justement de migration, tout ça, ils sont similaires à des comportements qu'on retrouve dans la vraie vie? Et Mmh. bah, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui sur notre population, Mmh, tout mmh, ça. mmh. Et donc, il a vraiment sur son site, sur son blog, du coup, archeogaming.com, il a donc toute une nomenclature, en fin de compte. Donc, il a d'abord une description générale. Ensuite, il a l'anatomie de la base. Donc, il va vraiment mettre, du coup, la flore, la faune, la dimension de la planète, parce qu'il y a vraiment, c'est très, très mathématique. La position de la planète dans l'espace, dans l'univers du jeu. Il va aussi parler du panorama de la planète autour de la base. Est-ce que bah, c'est un terrain rocheux? Est-ce que c'est un terrain désertique? Est-ce que c'est Mmh. la mer, l'océan, tout ça? Il va parler du nombre de marqueurs de la base qui peuvent apparaître du coup quand un joueur s'approche de la base. Il met aussi une description de la base. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Est-ce qu'on trouve des jardins, des tunnels, des verrières, ce genre de choses-là. Et aussi, il fait une liste des stations de communication. Les stations de communication, c'est des postes que les joueurs et joueuses peuvent laisser. En fin de compte, ils écrivent un petit message de ça, dire ah, super, la base, elle était super bien, je l'ai utilisée pour faire ci, pour faire ça. Donc, il parle notamment de Floating Runes of Valhalla, qui a été créé par Damon 8R 351. Donc ça, c'est l'utilisateur qui l'a créé. Donc, ça, c'est une base qui, après la mise à jour, en fait, s'est retrouvée suspendue dans le ciel. Et donc, pour accéder à cette base-là, il faut atterrir en fait sur la plateforme d'atterrissage avec son vaisseau. Mais avant ça, avant la mise à jour, elle était, donc, comme j'expliquais, vraiment à la surface. Mais après la mise à jour, le terrain s'est affaissé et, en fin de compte, elle est maintenant dans le ciel. On a aussi The Glitched Runes of Langley. Donc pareil, c'est un article qu'il a écrit en 2018. Donc c'est une base qui a été créée par Sir Danny McPhee, qui est une base qui est en fait semi-enfouie dans le sol après la mise à jour. Donc en fin de compte, on voit vraiment les montagnes, tout ça. Et en fait, c'est un petit morceau de base qui dépasse. Et on peut accéder à la base, pareil en atterrissant, mais en fait, ça nous fait apparaître sous le sol. Donc ça crée un espèce de bug visuel aussi, tout ça. Donc ça, c'est pareil, des artefacts qui sont super intéressants. Et on a enfin The Buried Hearts of Sosushi-bukei de Gen 1892. Donc, et pareil, une base qui est en fin de compte une espèce de colonne en fin de compte de base et qui s'est retrouvée semi-enfouie en fin de compte dans la terre. Donc, on n'a pas l'impression, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression en fin de compte que la base est d'abord enfouie, Mmh. mais c'est après en faisant des fouilles qu'on découvre en fin de compte tout le reste de la base. Et ça, on peut le faire Et dans ça, le on peut jeu. le faire dans le jeu. Ça, c'est D'accord. un truc que tu peux faire dans le jeu, voilà. Et c'est pour ça, je trouve ça super intéressant. Donc là, il y a tout plein justement de, de- de faits comme ça qui sont justement expliqués dans un autre article qu'il a écrit qui s'appelle Archaeology of Abandoned Human Settlements in No Man's Sky, a new approach to recording and preserving user-generated content in digital games. Donc ça, c'est un article qu'il a écrit en 2021 sur bah, voilà, comment on peut justement archiver, préserver justement ces bases-là qui ont été créées. C'est des objets créés par des joueurs dans un environnement digital qui est bah,
potentiellement périssables parce que Mm. c'est des jeux digitales. Donc, si on n'a pas si on n'a pas le CD, si c'est vendu uniquement en ligne, bah, ça peut être compliqué justement de préserver ces objets-là. Et du coup, je vais poser une question. Voilà, c'est bah, on a des jeux comme No Man's Sky qui permettent justement de partager et de simplifier en fin de compte le partage de ces artefacts-là vidéoludiques. Mais bah, dans des jeux comme par exemple Minecraft, qui ont bah, pareil beaucoup de bases qui ont été créées par des joueurs dans des serveurs, mais qui petit à petit ferment. Et ben en fin de compte, ça reste en fait, des artefacts qui petit à petit, là encore aujourd'hui, on a des artefacts vidéoludiques qui se perdent petit à petit et faut se poser la question, en fin de compte, comment on pourrait préserver justement, quels sont Mm. les moyens qu'on pourrait mettre en place pour protéger en fin de compte ces artefacts vidéoludiques, c'est super intéressant. Et donc si ça intéresse, voilà, en 2018, Dernier euh, petit mot peut-être. dernier petit mot, donc en 2018, Reinhard sort Archaeogaming, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, donc qui parle de tout ce que je vous parlais là, qui fait vraiment une introduction en fin de compte de tout ça. Et c'est super intéressant. Voilà. Donc, je voulais venir vous parler de ça aujourd'hui. Ouais, un grand merci Arthur Mm. encore une fois. Est-ce qu'on a Très des bien. questions pour Arthur, Lucie? Pas pour Autre le moment. question. Non, c'était génial. Merci de nous montrer aussi que le jeu vidéo peut être un objet de recherche, y compris en tant qu'espace. Ouais, ouais, Donc ouais, on oui, peut totalement. s'y égarer et Totalement. découvrir des choses Ouais. incroyables, et qu'il y a vraiment cette esthétique de la ruine Mm. aussi, que c'est un Ouais. objet vivant. Enfin, Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis, du coup, j'irai plus loin en parlant de la ruine. Du coup, merci Florine. Je partage ça aussi très très vite, hein, oui, temporalité et imaginaire du jeu, donc par Rémi Cayat, Audrey Tuaillon-Desmessis et Laurent Di Filippo. Dedans, il y a un article de Quentin Barrois, donc de la figuration du passé à l'expérience réflexive du temps. Enjeu esthétique de la représentation des ruines dans Guild Wars 2. Donc, où il étudie pareil les ruines dans Guild Wars 2 à travers du coup les différentes mises à jour, comment elles sont représentées, tout ça, et qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu vidéo. c'est vraiment passionnant. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi toute la recherche liée aux Mm. lost media qui Oui. peut vous intéresser. Peut-être qu'on en reparlera dans un prochain Oui, épisode. totalement. Totalement. On te remercie Bah, infiniment, merci, Arthur. merci. Et on va passer à la toute dernière partie de l'émission. Émission un peu plus longue aujourd'hui parce que c'est Noël. Donc on va accueillir Lucie et on va retrouver Damien avec nous pour vous parler de travail. Une fois n'est pas coutume, vous parler de notre base de données qui est l'un des livrables du projet Loop. Damien, tu peux peut-être rapidement rappeler le contexte de réalisation de cette base de données. Oui, tout à fait. Donc l'objectif, c'est de rendre visible ce qu'on fait lors des sessions de jeu. Donc quand on prend un jeu du commerce, quand on le joue, en entier, pas en entier, peu importe, et qu'ensuite on vient bien l'analyser. Et quand on vient l'analyser, l'idée c'est d'aller produire donc des données, et toutes ces données, de les rendre visibles ensuite sur une base de données ou sur une application, enfin voilà, pour le moment peu importe. Mais au fur et à mesure des sessions, les fiches il y en a de plus en plus, et se pose la question de l'outil, justement, de diffusion, de mise en valeur de ces données. Donc on avait pensé à un outil comme NoCoDB, donc à une base de données qui ne nécessitait pas de connaissances en code, ou les publier sur OSF, donc Open Science Framework. Tout à fait. Mais avant tout ça, en fait, on s'est dit qu'on allait déjà la mettre en forme sur un bon vieux Excel. Et penser à la façon dont on allait bien requêter tout ça. Et alors justement, je me tourne vers Lucie. Bonjour Lucie. Merci d'avoir mis un magnifique pull de Noël qui dit « Lâcher les rênes Oui, on voit peut-être pas derrière la table, mais... Lucie, tu fais partie justement avec Arthur et moi des personnes qui travaillent sur cette base de données. Comment on l'a pensée, comment on l'a organisée? Oui, ce bon vieux Excel, du coup. Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. On avait commencé à y réfléchir fin novembre, du coup, après que les fiches d'analyse de jeu aient été un peu modifiées et repensées. Elles sont maintenant plus catégorisées et un peu plus guidées, et du coup, ça permet d'avoir des données qui sont plus similaires et plus facilement
compulsable dans notre Excel. Et du coup, la base de données va bien. On a commencé à la remplir là, début décembre. On a mis quelques données et on a essayé on a fait quelques hypothèses sur la façon dont les gens allaient peut-être requêter la base une fois qu'elle sera accessible, parce que le but, c'est que ce soit accessible aux enseignants, etc., une fois que ce sera assez conséquent. On avait fait des petits tests d'abord sur une dizaine d'entrées. On s'était demandé combien d'itérations de chaque jeu on allait mettre. On mettait une itération par partie, par jeu. Et finalement, on a choisi de mettre une par compétence parce qu'on s'était dit que ce serait ça que les enseignants chercheraient en premier. Et du coup, donc, il y aura une itération du jeu par compétence et la personne qui cherchera tombera sur la compétence qui l'intéresse dans différents jeux à chaque fois. Et Ouais, vas-y, pour Damien. nous, ça suppose aussi bien penser les filtres de tri, puisque il faut enfin, pour nous, le mieux, c'est d'éviter en fait la barre de recherche. Parce que ça suppose que, bon, il n'y a pas de faute d'orthographe, mais ça, c'est un biais de saisie, mais qu'il y ait surtout le bon mot ou le bon thème ou celui qui s'en rapproche. Donc en fait, Mm. c'est bien d'avoir une liste à choix plutôt que d'avoir un champ à remplir. Euh, Parce que on avait dans les questions qu'on a sur cette fiche d'analyse de jeu, par exemple, est-ce qu'on apprend par exemple, du thème du jeu sur la version 1 ou la version 2 de cette fiche? On avait est-ce qu'on apprend du thème, oui ou non, quel thème, pourquoi, et ou est-ce que la personne va requêter la base de données avec la compétence ou le moment dans l'année où on va pouvoir utiliser ce jeu. Donc, vaut mieux se servir des listes à choix que du moteur de recherche en fait, d'Excel ou de la base de données. Dans les difficultés qu'on a pu rencontrer, les choix qu'on a dû faire, Lucie, il y avait d'autres choses dont tu voulais parler peut-être? Il y avait principalement en fait en voulant rentrer du coup les anciennes fiches, on s'était rendu compte qu'on avait bien fait d'en changer du coup Mm. parce qu'elles étaient un peu disparates et les compétences rentrées à chaque fois elles étaient dans des formats différents et du coup on a un petit peu de difficulté à les rentrer dans le tableau, donc ça nous ralentit un peu pour le début en rentrant les anciennes fiches, mais du coup on s'est rendu compte qu'on avait bien fait de changer. Oui, que le nouveau Ouais. modèle de fiche d'analyse de jeu fonctionne bien Ouais. et se prête bien à ce projet-là, enfin, Ouais. cette base de données. Par rapport à son évolution future, qu'est-ce qui se dessine? On avait surtout parlé, oui, comme disait Damien, de chercher les meilleures façons de requêter la base de données, peut-être faire en sorte que quand quelqu'un cherche un mot, par exemple équipe, qui tombe sur des compétences aussi avec du vocabulaire adjacent, donc commun, ou groupe, s'il cherche quelque chose en équipe. Il y avait Benoît qui suggérait aussi d'ajouter peut-être des suggestions d'adaptation pour les jeux, si ça permet ensuite de ressortir des compétences nouvelles. Donc peut-être qu'on fera ça après. Et je crois que c'était à peu près tout. Et on a même envisagé, peut-être par la suite, de faire des statistiques de ce tableau, éventuellement. Euh, L'objectif final de cet outil, qui est la base de données, c'est que un enseignant, une personne chargée d'enseignement puisse consulter la base de données pour bien préparer son cours, se dire bah tiens, j'ai un objectif pédagogique, je cherche un jeu disponible pour le coup dans la ludothèque du Gaming Lab. Je requête la base de données, je vois la liste des jeux qui sont possiblement porteurs d'intérêt. Ensuite, il ou elle vient, prend le jeu, l'emprunte et nous fait un retour en disant c'était formidable, j'ai passé un super moment. Merci l'équipe du Voilà. CDE. Mais derrière, ça veut dire 1, 2, 3 utilisations d'un jeu par un ou une enseignante. Et nous, ça veut dire qu'on a ça crée un besoin soit d'achat de jeux parce que c'est un jeu qui est utilisé très régulièrement. Donc ça, c'est une première stat qui est intéressante. Deuxième stat intéressante, avec un jeu, combien de fois il a été utilisé pour tel ou tel objectif. Et puis, peut-être dernièrement, quelles sont les compétences les plus visées en fait, par l'utilisation des jeux, parmi les jeux qui sont empruntés. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir produire ça pour avril, si je ne me trompe pas.
Alors pour Avril, avoir un outil qui soit requêtable, Voilà. ouais, c'est clairement jouable. La forme finale de cet outil, par contre, est pas définie. Parce que nous, notre but, c'est vraiment de l'alimenter le mieux possible, C'est ça. la rendre fonctionnelle. Euh, pour son ergonomie, pour l'instant, voilà, on n'y est pas. Et puis, il y a d'autres choses à faire avant. Tu voulais ajouter quelque chose, Lucie, par rapport à ce travail en cours? Pas particulièrement. Mais voilà, l'idée, c'était effectivement de faire un petit bilan de mi-parcours sur comment on l'a pensé, les objectifs, et puis ce que ça va devenir aussi. Oui, puis toujours dans la réflexion de notre spécialisation plutôt jeu analogique, se poser la question quand on a pensé la construction de l'Excel, quid des jeux vidéo, comment on va les analyser, est-ce Oui. qu'on peut utiliser la même fiche, est-ce qu'il faudra une fiche à part, est-ce que ça nécessite des champs qui sont mis entre parenthèses, je pense notamment aux mécaniques parce que c'est pas la même chose, donc il faudra peut-être refaire ce travail-là dans un deuxième temps, quand on aura quelque chose qui sera bien rodé, bien éprouvé pour la base de données sur les jeux analogiques. Merci à tous les deux. On va conclure cet épisode de Noël. Est-ce que vous avez réussi à placer vos mots? Du tout. Non. Du tout, mince. Arthur? Non. Alors moi, j'ai réussi à placer le mien. Jérôme a dit qu'il avait réussi à placer le sien. Ouais. Dans le public, certaines personnes ont-elles fait des suggestions? Pas pour... Désolé, hein, vous voulez pas jouer, vous voulez pas jouer. Non, mais vous n'avez pas trouvé. Moi, je pensais que... Oui, Jérôme, tu as placé ton mot. Est-ce que c'était agonistique? Non. Tu veux révéler ton mot? C'était penalty. Penalty, bien joué. Donc, tu as parlé de match de foot tout à Qui l'heure. tirait les pénaltys, Est-ce consensus. que quelqu'un a trouvé mon mot? Non, mais pas du tout. Moi, c'était dithyrambique. Donc, vous avez fait un accueil dithyrambique à Arthur. On remercie Nicolas et Benoît Oh, pour sur une ce transition, choix. ouais. Tout à fait. Merci encore de nous avoir suivis. On espère que cet épisode Christmas Special vous a plu. Vous pouvez le retrouver comme d'habitude sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen et pour quelques jours sur le replay Twitch. Petite info de service, on a une game session ouverte ce soir à 17h30 au 3e étage du CEMU, dans le bâtiment B du campus 1 de l'Université de Caen. Et notre prochain live sera le mardi, et pas le jeudi, mardi 9 janvier à 12h30. Ouais, et ce sont des lives qui sont également visionnables maintenant sur LinkedIn en direct. Donc, si vous nous regardez de LinkedIn, bienvenue. Voilà, on vous remercie. Merci à toute l'équipe d'avoir Merci été beaucoup, présente. Florine. Et puis bonne fête de fin d'année à tous. Et joyeux Noël, ouais.